Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle revue de presse. Je suis aujourd'hui accompagnée de Salomé Kogan. Bonjour. Et nous allons vous présenter les news de la semaine. Tout d'abord, un point sur le Royaume-Uni. 5 jours après la démission de Liz Truss, poussée au départ après la tempête financière provoquée par ses projets de baisse d'impôts, le conservateur Rishi Sunak, ancien ministre des Finances de 42 ans, a été désigné par les conservateurs britanniques pour devenir le prochain Premier ministre britannique, premier chef du gouvernement non blanc de l'histoire du Royaume-Uni. Lundi 24 octobre, sa concurrente dans la course, la ministre Penny Mordaunt, a reconnu sa défaite après avoir échoué à obtenir le nombre de parrainages, énonce Le Point. Liz Truss, qui a démissionné jeudi de son poste de première ministre, s'est rendue à Buckingham Palace à la suite d'un discours devant Downing Street pour être reçue par Charles III. Son processus avait été un peu différent d'après le New York Times. En effet, celle-ci avait été reçue par la reine Elisabeth II seulement 2 jours avant sa mort. Rishi Sunak a alors lui-même été reçu par le roi qui l'a chargé de former un gouvernement. Ce fut une première pour le souverain qui a accédé au trône le 8 septembre après le décès de sa mère. Il est enfin allé à Downing Street pour prononcer un discours et nous a donné une brève allocution pour sa victoire. Nous avons besoin de stabilité et d'unité et rassembler le parti et le pays sera ma priorité absolue. C'est le plus grand privilège de ma vie de servir le parti que j'aime et de donner un retour au pays auquel je dois tant, a-t-il déclaré en promettant de servir avec intégrité et humilité. Candidat malheureux cet été contre Liz Truss, Premier ministre éphémère qui a annoncé sa démission après moins de 50 jours au pouvoir, Rishi Sunak sera le 5e Premier ministre depuis le référendum du Brexit de 2016 qui a ouvert un long chapitre de turbulences économiques et politiques inédites au Royaume-Uni, nous dit Challenge, dont notamment la crise économique actuelle avec une inflation dépassant les 10% et un risque de récession accompagné de grèves qui se multiplient face à la chute du pouvoir d'achat. En parlant de crise, on retrouve une grosse crise sanitaire en Haïti due à une épidémie de choléra déclenchée il y a 3 semaines dans le pays. Toute une partie de la population est isolée à cause des gangs armés et du manque de carburant, ce qui est un gros problème pour les malades qui peuvent donc mourir de déshydratation. D'après le docteur Jean-William Pape de l'AFP, qui détient une ONG avec 2 centres de traitement du choléra, ils sont dépassés et c'est une catastrophe. 15 centres de traitement ont été mis en place dans le pays. À cause de la pénurie d'essence, les gens ne peuvent pas tous être transportés dans les centres et meurent donc de déshydratation chez eux. On retrouve une grande paralysie du pays. Le terminal pétrolier de Caro est bloqué par une grande armée contribuant à la paralysie du pays depuis 2 semaines. Aucun cas n'était déclaré depuis 2019. La dernière épidémie date de 2010, avec plus de 10 000 morts jusqu'en 2019. On retrouve cette fois-ci une moins grande explosion du nombre de cas, avec environ 960 cas suspects, dont 33 décès jusqu'au 19 octobre 2022. Le nombre est largement sous-estimé d'après Bruno Maes, représentant de l'UNICEF là-bas. La plupart des malades pourraient être traités avec une simple réhydratation et n'en mourraient donc pas. Mais cela est impossible dû à la pénurie d'essence et d'eau potable. La dernière campagne de vaccination a été faite il y a 5 ans, en 2017, ce qui correspond à la durée d'efficacité du vaccin. La moitié des cas sont des enfants d'un âge inférieur à 14 ans, la plupart ayant un système immunitaire très faible dû à la malnutrition. Il est donc difficile de les soigner car ayant des veines beaucoup trop invisibles pour les médecins pour les trouver. 4,7 millions d'enfants là-bas sont en situation d'insécurité alimentaire, soit la moitié de la population. L'eau potable est un vrai problème là-bas. Médecins sans frontières compte 4 centres, dont 250 lits au total, avec environ 20 points de réhydratation orale. La priorité pour eux est de distribuer de l'eau potable dans les quartiers contrôlés par les gangs, tels que Brooklyn, la Cité du Soleil, qui n'en ont pas depuis plus de 3 mois. Les routes sont bloquées. La MSF a mis en place des navettes pour emmener le personnel de soins dans les centres, mais ce qui deviendra bientôt impossible dû à la pénurie de carburant qu'on retrouve toujours là-bas. Des sanctions ont bien évidemment été prises par l'ONU qui, vendredi, a statué sur ce sujet et a décidé de faire un embargo d'armes, par exemple. Il n'y a cependant pour le moment pas d'envoi de forces internationales au sol et les premiers avions avec du matériel sont attendus dans les prochains jours. Merci Salomé et merci à vous pour votre écoute et on se retrouve la prochaine fois avec une nouvelle revue de presse.